Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'immerge dans quelque chose de tout à fait fascinant. Absolument, une vraie plongée dans les concepts d'un livre qui a littéralement secoué le monde des finances personnelles. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. On parle bien sûr de l'édition 2014 du célèbre ouvrage Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Tout à fait. Et on a sous les yeux des extraits vraiment très détaillés de l'introduction et des 3 premières leçons de ce texte. Et la mission pour notre exploration d'aujourd'hui, elle est pour le moins ambitieuse. On va essayer de décoder la psychologie de l'argent. C'est ça, l'objectif c'est de comprendre profondément pourquoi l'éducation traditionnelle échoue si souvent à enseigner l'indépendance financière à ceux qui écoutent ce système. Exactement. Et comment un simple changement de perspective peut radicalement transformer la trajectoire économique d'une vie entière. Bon, décortiquons tout ça. Par où est-ce qu'on commence exactement pour poser les bases de cette réflexion? Eh bien, pour bien saisir la portée de cette philosophie, il faut vraiment se replonger dans le contexte initial posé par l'auteur. Parce que tout part d'une expérience vécue. Oui, c'est pas juste de la théorie. Non, pas du tout. Le point de départ, c'est pas une théorie macroéconomique hyper complexe. C'est l'observation d'un garçon de 9 ans qui grandit à Hawaï en 1956. Et ce qui rend cette histoire super captivante, c'est que ce jeune garçon, il se retrouve tiraillé entre deux figures paternelles. Deux visions du monde diamétralement opposées en fait. Voilà. D'un côté, il y a son père biologique, qu'il appelle son père pauvre. C'est un homme extrêmement instruit, il a un doctorat, il occupe un poste gouvernemental vraiment respecté. Mais qui lutte perpétuellement avec ses finances. Il croule sous les factures. C'est ça. Et de l'autre côté, il y a le père de son meilleur ami, Mike, son père riche. Et cet homme-là, il a même pas terminé sa 8e année d'école. Mais il a une compréhension tellement intuitive du commerce qu'il est en passe de devenir l'un des hommes d'affaires les plus fortunés de l'île. Ce contraste entre l'éducation académique d'un côté et l'intelligence de la rue de l'autre, il est saisissant. Et ce qu'illustre brillamment l'auteur, c'est pas seulement une différence de compte en banque à un instant T. Non, c'est une différence fondamentale de vocabulaire. Les mots qu'ils utilisent au quotidien structurent littéralement leur réalité. Ouais, par exemple, face à un achat difficile ou une contrainte financière, le père pauvre a l'habitude de prononcer une phrase qui est fatale. La fameuse phrase « je ne peux pas me permettre d'acheter cela ». C'est ça. Et selon le père riche, cette simple affirmation, elle agit comme un puissant somnifère sur le cerveau. Une fois qu'elle est prononcée, la réflexion s'arrête net. C'est terminé, le cerveau se met en veille. Alors que le père riche, lui, il interdit catégoriquement cette phrase dans son foyer. Il exige qu'on la transforme en question. Exactement. Comment puis-je me permettre d'acheter cela? Et c'est une différence énorme en fait. Énorme, oui. Ce qui est fascinant ici, c'est la dimension neurologique que l'auteur prête à cette nuance linguistique. Le père riche, il considérait le cerveau humain comme l'ordinateur le plus puissant au monde. Ouais, et poser une question ouverte, comme comment puis-je me le permettre, c'est forcer ce super ordinateur à se mettre en marche, à chercher des solutions créatives, à s'exercer. C'est le principe de la musculation, mais appliqué à l'intellect en gros. C'est exactement ça. Le père pauvre, en affirmant son impuissance financière avec cette certitude, il faisait preuve d'une forme de paresse intellectuelle. Il laissait son esprit s'engourdir face à l'obstacle. Tandis que le père riche, lui, il devenait financièrement plus fort chaque jour en imposant cette gymnastique mentale à son propre cerveau. Et c'est une perspective qui change complètement la donne. On réalise que l'exercice mental face aux concepts financiers est tout aussi crucial que l'exercice physique pour la santé du corps. Et face à ces deux visions, ce jeune garçon de 9 ans, il prend une décision monumentale. Il choisit consciemment d'écouter les conseils du père riche, l'homme sans diplôme. Et de rejeter totalement la philosophie de son père surdiplômé. Le texte fait d'ailleurs un parallèle magnifique avec le célèbre poème de Robert Frost, Le sentier que je n'ai pas emprunté. L'auteur a délibérément choisi le chemin le moins fréquenté, la pensée non conventionnelle. Et c'est ce choix initial de remettre en question la doxa familiale qui a dicté tout le reste de sa vie. Absolument. Et cette décision d'apprendre auprès du père riche l'amène directement à la première leçon du livre, une prémisse qui va à l'encontre de tout ce qu'on enseigne. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Voilà. Et pour illustrer cette idée, le livre raconte une anecdote savoureuse sur la première tentative de ces deux enfants pour faire de l'argent. Ouais, ils prennent le conseil un peu trop au pied de la lettre. Le garçon et son ami Mike, ils font du porte-à-porte pour récolter de vieux tubes de dentifrice usagés auprès des voisins. Parce qu'à l'époque, dans les années 50, ces tubes étaient fabriqués en plomb. C'est fou d'imaginer ça aujourd'hui. Ils installent une véritable chaîne de production clandestine près de la machine à laver. Ils font fondre le plomb sur un grill et utilisent des moules en plâtre.
pour fabriquer littéralement de fausses pièces de 500. Ce qui a inévitablement donné lieu à une intervention paternelle assez comique. Je l'imagine bien, ouais. Le père, très instruit, qui doit asseoir ses 2 apprentis faussaires couverts de poudre blanche. Pour leur expliquer très calmement la définition légale du mot contrefaçon et leur éviter une carrière criminelle précoce. La douche froide totale pour leurs ambitions d'entrepreneurs. Leur rêve de fortune illégale s'effondre. Mais c'est marrant, parce que cette déception initiale, c'est le catalyseur parfait. C'est ce qui les pousse à aller voir le fameux père riche pour obtenir de véritables leçons sur le fonctionnement de l'argent. Et la méthode d'enseignement de ce père riche, elle est, disons, très loin d'être conventionnelle. On est très loin de la salle de classe chaleureuse et des tableaux noirs. En effet, le père riche, il refuse catégoriquement de leur faire un cours magistral théorique. Sa philosophie, c'est que la vie est la meilleure enseignante. Et que la vie n'enseigne pas en faisant de longs discours, mais en bousculant les individus. Il leur propose donc un marché très pragmatique. Ils vont travailler pour lui dans l'une de ses petites épiceries de quartier, à épousseter des boîtes de conserve pendant 3 heures chaque samedi matin. Et le salaire, c'est quoi? 10 cents l'heure. Même pour 1956, c'est un montant absolument dérisoire. Ça frôle l'exploitation enfantine. Clairement. Mais la stratégie fonctionne à merveille, exactement comme le père riche l'avait anticipé. Au bout de quelques semaines dans cette épicerie étouffante, le jeune garçon est à bout de nerfs. Il se sent exploité, il est sous-payé et il est prêt à démissionner avec fracas. Et il accuse ouvertement le père riche d'être un employeur avare qui profite de ses employés. Et c'est précisément à ce moment de frustration maximale que le père riche lui dévoile le piège psychologique dans lequel tombe la vaste majorité de la population. Le fameux concept de la foire d'empoigne. Mieux connu sous son terme anglophone, la rat race. Et ce concept de rat race, il est fondamental. Le père riche explique que la vie de la plupart des individus est gouvernée de manière presque despotique par 2 émotions primaires et extrêmement puissantes. La peur et le désir. Et ce désir, il peut souvent se muer en avidité. D'abord, il y a la peur tenace de ne pas avoir d'argent pour survivre, de ne pas pouvoir payer le loyer ou la nourriture. C'est cette peur viscérale qui force les gens à se lever chaque matin et à se rendre à un travail qu'ils n'apprécient pas toujours. Et ensuite, une fois qu'ils reçoivent leur chèque de paie, le désir prend immédiatement le relais. Ils commencent à penser à tout ce que cet argent peut acheter. Des vêtements, des vacances, une plus belle voiture. Le niveau de vie augmente, les factures augmentent mécaniquement et les dépenses finissent toujours par rattraper le revenu. Et le cycle recommence mois après mois. C'est une boucle totalement fermée. Le livre utilise une analogie très visuelle pour illustrer cette boucle, celle de l'âne qui tire une lourde charrette. Ouais, le maître de l'âne fait pendre une carotte juste devant son museau, au bout d'un bâton. L'âne court inlassablement après cette illusion, persuadé qu'il va finir par attraper la carotte. Mais demain, le manège recommencera avec une nouvelle carotte. Le maître va exactement là où il veut, tandis que l'âne s'épuise pour un mirage. Et quand on y pense, cette analogie des années 50, elle est encore plus frappante dans notre économie moderne. Les carottes d'aujourd'hui, ce sont les abonnements mensuels, les voitures en location longue durée, le dernier smartphone payé à crédit. C'est l'inflation du style de vie en général. Tout est conçu pour maintenir l'individu sur ce tapis roulant, Alors comment le père riche sort-il ces 2 garçons de ce mirage? en faisant quelque chose de totalement contre-intuitif. Il leur retire purement et simplement leur salaire de 10 cents. Il leur demande de travailler gratuitement. C'est radical. Mais cette privation volontaire de salaire, elle a un but psychologique très précis. Il s'agit de forcer les garçons à cesser de penser comme des employés. Des employés dont le cerveau est focalisé sur l'attente du prochain chèque de paye. Le père riche, il sait que s'ils sont plus obnubilés par les quelques cents qu'ils gagnent à l'heure, leur esprit va devoir chercher d'autres voies. En éliminant le salaire, il élimine l'illusion de sécurité. Sans la gratification immédiate de l'argent de poche, ils vont commencer à observer leur environnement différemment. Et à repérer des opportunités que le voile de la peur et du désir leur cachait auparavant. Et l'opportunité ne tarde pas à se présenter sous la forme inattendue de vieilles bandes dessinées. C'est génial ça. En travaillant gratuitement à l'épicerie, le garçon observe ce qui se passe autour de lui et remarque que la gérante du magasin jette régulièrement les numéros invendus quand les nouveaux arrivent. Après avoir négocié un accord avec le distributeur pour ne pas revendre ses exemplaires, les 2 amis récupèrent des piles de bandes dessinées. Ils nettoient de fond en comble une vieille pièce au sous-sol de la maison de Mike et créent leur propre bibliothèque privée. Et le modèle d'affaires est redoutable. Ils font payer l'entrée 10 cents aux enfants du quartier, ce qui donne droit à 2 heures de lecture illimitée. Pour gérer le quotidien, ils engagent même la petite sœur de Mike. Le résultat de cette entreprise est typéant. Ils génèrent 9,50 $ par semaine. C'est énorme pour des gamins à l'époque. Et c'est l'illustration parfaite de la résolution de cette première leçon.
Ce qui est crucial dans cet exemple, c'est pas le montant gagné, c'est vraiment la structure. Même lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents dans le sous-sol pour surveiller la bibliothèque, l'argent continue de rentrer. Ils ont réussi à créer un système autonome. Le paradigme est inversé. C'est l'argent qui travaille pour eux et non l'inverse. À 9 ans, ils ont intellectuellement vaincu la mentalité de l'employé coincé dans la rat race. C'est une superbe victoire. Cependant, l'auteur s'empresse de nuancer. Réussir à générer de l'argent grâce à un système, c'est une excellente chose, mais ce n'est qu'une infime partie de l'équation globale. Ce qui nous amène logiquement à la leçon numéro 2, qui aborde la notion critique d'alphabétisation financière. Car gagner des millions, ça sert à rien si on ne sait pas comment les protéger. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est là que beaucoup de gens trébuchent. Le texte introduit cette deuxième leçon en faisant un saut dans le passé. Il rappelle une rencontre historique survenue en 1923 à l'hôtel Edgewater Beach de Chicago. Ah oui, cette fameuse réunion. Cette année-là, les dirigeants d'entreprises, les spéculateurs et les financiers les plus puissants et les plus riches de la planète se sont réunis. C'étaient les maîtres de l'univers de l'époque. Pourtant, un quart de siècle plus tard, la grande majorité d'entre eux a connu une fin tragique. Ruinés, emprisonnés, fous ou suicidés suite à la Grande Dépression. L'auteur mobilise ce contexte historique sombre pour souligner une vérité implacable et souvent ignorée. Ce qui compte véritablement dans une vie financière, ce n'est pas la somme d'argent qu'on parvient à gagner au sommet de sa gloire. Mais la somme d'argent qu'on parvient à conserver face aux intempéries économiques. Exactement. Et pour conserver cet argent, le livre martèle qu'il est impératif d'assimiler ce qu'il appelle la règle d'or, la règle numéro 1 de l'intelligence financière. Et ce qui est rafraîchissant, c'est que l'auteur rejette complètement le jargon comptable intimidant. Il propose une définition d'une simplicité désarmante pour distinguer un actif d'un passif. Selon lui, un actif, c'est tout simplement quelque chose qui met de l'argent dans la poche de celui qui le détient. À l'inverse, un passif, c'est quelque chose qui enlève constamment de l'argent de cette même poche. Tout est ramené à une question de direction des flux. C'est ça. Kiyosaki évalue tout à travers le prisme exclusif des flux de trésorerie, ou ce qu'on appelle en finance le cash flow. Est-ce que cet élément génère des revenus réguliers ou est-ce qu'il exige des dépenses constantes? Et c'est en appliquant cette logique mathématique stricte que l'auteur attaque frontalement l'une des croyances les plus sacrées et les plus ancrées de la société moderne, le fameux mythe de la maison comme investissement ultime. Ah oui, ça c'est un gros morceau. Pour la grande majorité de la classe moyenne mondiale, l'achat de la résidence principale est considéré comme le couronnement d'une vie de labeur, le plus grand actif financier qu'une famille puisse posséder. Mais là, il faut qu'on s'arrête un instant parce que c'est une position extrêmement controversée. Pour jouer l'avocat du diable, on a répété à des générations entières qu'avoir une hypothèque, c'est une forme d'épargne forcée. On nous dit que louer, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Et qu'acheter une maison, c'est bâtir un patrimoine sûr. C'est une pilule vraiment difficile à avaler pour toute personne qui vient de signer un prêt sur 25 ans et qui pense avoir sécurisé son avenir. Comment le livre justifie-t-il de déconstruire un idéal aussi universel? Eh bien, il le déconstruit en restant froidement objectif sur la réalité des chiffres. L'auteur ne dit pas qu'il ne faut pas acheter de maison, il dit qu'il faut cesser de se mentir en appelant cela un actif. Parce qu'en observant les flux de trésorerie d'une résidence principale, la direction de l'argent est claire. Elle sort de la poche du propriétaire chaque mois. Il y a le remboursement de l'hypothèque avec ses intérêts, les inévitables frais d'entretien et de réparation qui s'accumulent avec les années, les assurances habitation. Écrit très objectivement comment les taxes foncières fonctionnent comme un mécanisme structurel qui prélève une part de la richesse de manière récurrente. C'est le fonctionnement normal du système, conçu pour financer les services publics. En fin de compte, la maison exige une sortie constante de capitaux. Donc selon la définition stricte basée sur les flux, c'est un passif massif. C'est une analyse redoutable. Et c'est précisément cette confusion tragique entre actif et passif qui maintient la classe moyenne dans un cycle d'endettement chronique. Le schéma classique est terrifiant de banalité. Un couple obtient une belle promotion, le salaire augmente. Au lieu d'investir cet excédent dans des actifs qui génèrent du revenu, ils se disent qu'ils ont enfin les moyens de s'offrir une maison plus grande ou un quartier plus huppé. Ils achètent ce qu'ils croient être un actif. Mais instantanément, les impôts fonciers grimpent, les factures d'énergie doublent, l'entretien coûte plus cher. Résultat, l'augmentation de salaire est entièrement phagocytée par ce nouveau passif. Ils doivent alors travailler encore plus dur pour soutenir ce mode de vie. L'argent file entre les doigts. Alors la question naturelle qui émerge de ce constat est la suivante. Si le salaire élevé et la belle maison ne sont pas de véritables indicateurs de richesse, quelle est la bonne métrique ?
Pour répondre à cela, le texte s'appuie sur une perspective brillante, empruntée au célèbre penseur et inventeur Buckminster Fuller. Fuller, il affirme que la richesse ne devrait jamais se mesurer par la valeur nette d'un individu. Parce que la valeur nette est souvent une illusion comptable. Elle inclut des biens qui ne génèrent aucun revenu liquide, comme des meubles, des bijoux ou une voiture qui se déprécie dès la sortie du concessionnaire. Fuller propose une mesure beaucoup plus existentielle. Il définit la richesse par le temps. La question fondamentale devient combien de jours peut-on survivre financièrement si on arrête de travailler demain matin tout en maintenant son niveau de vie actuel? Et cette mesure change complètement les règles du jeu. On passe d'une vision statique où l'on regarde un chiffre théorique sur un compte bancaire ou une estimation immobilière à une vision dynamique, basée sur la durée de survie, sur l'autonomie réelle. Et la clé de cette autonomie, elle réside exclusivement dans la colonne des actifs. Si les revenus générés automatiquement chaque mois par ces actifs, que ce soit des dividendes, des loyers, d'investissements immobiliers, des droits d'auteur, couvrent entièrement les dépenses mensuelles du foyer, alors la ligne d'arrivée est franchie. L'individu est financièrement indépendant. Il n'est pas nécessairement millionnaire en liquidité, mais sa richesse, mesurée en temps, devient infinie, puisqu'il n'a plus besoin d'échanger son temps contre un salaire pour survivre. Bon, où cela devient vraiment intéressant, c'est lorsqu'on observe comment appliquer cette philosophie abstracte dans la brutalité du monde réel. C'est l'objet de la leçon numéro 3. Occupez-vous de vos propres affaires. Et pour illustrer cela, l'auteur convoque une anecdote très célèbre, celle de Ray Kroc, l'homme derrière l'empire McDonald's. C'est une histoire ultra connue qui est enseignée dans pratiquement toutes les écoles de commerce de la planète. Mais l'angle choisi par Kiyosaki pour l'analyser est vraiment unique. L'histoire se déroule en 1974. Ray Kroc est invité à donner une conférence à des étudiants en maîtrise d'administration des affaires au Texas. Après la présentation formelle, lors d'un échange plus détendu autour d'une bière, Kroc lance à l'Assemblée une question qui semble naïve. Dans quel genre d'entreprise croyez-vous que je travaille? Les étudiants rient, pensant à une blague, et lui répondent évidemment qu'il est dans le commerce de la restauration rapide, qu'il vend des hamburgers. Et c'est là que Kroc lâche la phrase mythique. Mesdames et messieurs, mon entreprise n'est pas le hamburger, mon entreprise, c'est l'immobilier. Il avait compris très tôt que le hamburger n'était que le produit d'appel. La véritable stratégie, c'était que chaque acheteur d'une nouvelle franchise finançait en réalité l'acquisition du terrain situé sous le restaurant. Aujourd'hui, on sait que la corporation McDonald's est l'un des propriétaires fonciers les plus puissants au monde, possédant certaines des intersections les plus précieuses du globe. On connaît tous cette dimension stratégique pour l'entreprise. Mais ce qui est fascinant, c'est comment le livre l'applique à l'échelle de l'individu lambda. L'auteur utilise cette prise de conscience de Ray Kroc pour mettre en lumière une confusion majeure qui ruine les perspectives financières de la plupart des gens. La confusion presque systématique entre une profession et une entreprise. Le système éducatif moderne excelle dans un domaine précis. C'est former des individus pour qu'ils s'identifient totalement à leur profession. On étudie le droit avec acharnement, on se définit comme avocat. On étudie la mécanique, on devient mécanicien. Le danger dramatique de cette identification, c'est qu'en devenant uniquement sa profession, on consacre l'entièreté de son énergie vitale à s'occuper des affaires des autres. C'est le nœud du problème. Lorsqu'on suit ce chemin tracé d'avance, on travaille d'abord pour enrichir le patron ou les actionnaires de l'entreprise qui nous emploie. Ensuite, on travaille inévitablement pour le gouvernement, via les prélèvements sur le salaire et les impôts divers, qui, selon le texte, prélèvent leur part à la source avant même qu'on touche le net. Et enfin, on passe le reste de sa vie à travailler pour la banque afin de rembourser les intérêts de l'hypothèque de cette fameuse maison et les cartes de crédit. Au bout du compte, notre profession enrichit tout le monde dans la chaîne alimentaire, sauf nous-mêmes. Les implications de ce constat, pour quiconque souhaite reprendre le contrôle, sont très claires dans le texte. S'occuper de ses propres affaires ne signifie pas qu'il faille agir de manière irresponsable, tout plaquer et démissionner sur le champ pour fonder une start-up dans son garage. L'approche est beaucoup plus mesurée, oui. Le conseil central est de conserver son emploi de jour, d'exceller dans sa profession pour s'assurer un flux de revenus stable, mais de commencer immédiatement, en parallèle, à construire et à fortifier sa propre colonne d'actifs. Il s'agit d'utiliser son intelligence financière, c'est-à-dire faire primer l'analyse logique des flux de trésorerie sur les émotions instinctives de peur et d'avidité pour accumuler patiemment des éléments qui feront rentrer de l'argent dans notre poche, indépendamment de notre force de travail. C'est un changement de paradigme fondamental. Au terme de cette analyse approfondie des premiers chapitres, l'enseignement principal qui se dégage est limpide.
L'indépendance financière n'a rien à voir avec un coup de chance miraculeux à la loterie, elle n'est pas non plus le monopole de ceux qui possèdent les diplômes universitaires les plus prestigieux. C'est avant tout un changement de perspective philosophique et comportementale. Il s'agit d'apprendre à domestiquer cette peur viscérale de manquer, d'éteindre ce désir constant de surconsommer pour paraître. Il s'agit de s'entraîner quotidiennement à distinguer avec une lucidité impitoyable un actif d'un passif. Et surtout, l'enjeu est de construire progressivement son propre écosystème, sa propre colonne d'actifs. Au lieu de courir à perdre haleine dans la roue de la foire d'empoigne en s'épuisant toute une vie pour financer exclusivement les rêves et le patrimoine des autres. Exactement. Construire pour soi d'abord. Et si on prend un peu de hauteur pour relier toutes ces leçons à la vue d'ensemble de notre société, cela soulève une réflexion finale particulièrement troublante. L'auteur nous rappelle avec justesse que le système éducatif mondial, tel qu'on le connaît, a été structuré et standardisé à l'ère agraire puis industrielle, avec un cahier des charges très précis. Produire en masse de bons employés dociles, des travailleurs fiables et spécialisés, et non des esprits critiques, des employeurs ou des investisseurs indépendants. Sachant que le monde a subi d'immenses mutations technologiques et économiques depuis cette ère industrielle, une question s'impose. Est-il possible que les trajectoires de vie qu'on nous a toujours martelées comme étant les plus sûres et les plus responsables, à savoir faire de longues études spécialisées, s'accrocher à un CDI, acheter la plus grande maison possible à crédit en espérant une bonne retraite, soient en réalité devenues dans l'économie d'aujourd'hui les stratégies les plus dangereuses et les plus vulnérables ? Se pourrait-il que les institutions mêmes, en qui la société place une confiance aveugle pour assurer son éducation et sa sécurité financière, soient de par leur conception même les rouages précis qui maintiennent la population enfermée à double tour dans cette foire d'empoigne ?